Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble, vous le savez, pendant 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on met les filles à l'honneur. C'est parti pour le sommaire. Une semaine placée sous le signe de l'égalité filles-garçons. Souhaitée par le gouvernement, cette démarche s'articule autour de la Journée mondiale des droits des femmes. En ce 8 mars, comment cela se traduit dans nos écoles? Quelle démarche et surtout, quelles actions? On en parle dans un instant. Les stéréotypes de genre commencent tôt, très tôt. Quelles sont les mesures annoncées pour combattre justement ces clichés? Sont-elles mises en place? Et si oui, sont-elles surtout à la hauteur? Là aussi, on se posera la question. Et puis enfin, l'innovation. Pour changer les mentalités, pourquoi pas? Mathilde Vessels vous présentera quelques concours. Vous allez voir que certains mettent leurs idées au service de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre le sexisme notamment. On est en Skype avec Ileana Courbet, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes comédienne et militante, nous toutes. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On est également avec Zélie Lyon, bonjour. Vous êtes lycéenne, tout va bien? Tout va bien. Merci d'être là en tout cas. Et puis on est également en plateau avec Oriane Filleul, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire adjointe à Saint-Denis, en charge notamment des droits des femmes. Et bien sûr avec Mathilde Vessels, qui nous présentera sa loupe. Tout à l'heure, oui, on parlera des référents. L'inénarrable Mathilde Vessels dans un instant. Dans quelle mesure cette semaine est importante? Cette semaine est importante, mais pas seulement cette semaine. Nous, à Saint-Denis, c'est vrai qu'on mène des projets égalité filles-garçons sur toute l'année, et dans les écoles et à l'extérieur. Mais on utilise cette date du 8 mars pour donner un coup de projecteur supplémentaire, puisque tous les projecteurs nationaux sont tournés vers les projets égalité filles-garçons cette semaine-là. Justement cette semaine-là, mais au moins ça donne, c'est vrai, un cap. Nous on en a parlé, on a fait déjà des émissions justement sur ce thème, et c'est vrai que ça donnait une date butoir, une sorte de vision. Depuis que ça a été décrété par le gouvernement, vous avez l'impression que ça a impulsé quelque chose? Alors, je pense que les collectivités locales n'ont pas attendu cette annonce du gouvernement pour que ça impulse de nouveaux projets. On attend depuis longtemps justement que l'État se saisisse aussi de ces projets égalité filles-garçons, qu'on inscrive dans les programmes scolaires aussi la lutte contre le sexisme et l'égalité filles-garçons. Donc c'est peut-être un pas vers ce genre de projet que l'on espère à terme. Mais en attendant, c'est vrai que les collectivités locales, notamment le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Saint-Denis, sont au quotidien engagées sur ces questions-là. Sur le mois de mars, on mène des projets bien particuliers, mais tous les jours dans les écoles, on mène des projets, des cafés philo pour les enfants, des projets artistiques, ce qu'on appelle le théâtre-forum pour interagir autour des comportements d'égalité filles-garçons. Et c'est nécessaire dès la maternelle, voire même avant. Nous, on mène par exemple des projets avec les assistantes maternelles sur la lecture non genrée, pour que dès le plus jeune âge, on apprenne en tant qu'adulte à ne pas reproduire les stéréotypes de genre auprès des enfants. Et voilà, donc c'est le genre de choses qu'on aimerait qu'ils soient pris en charge plus largement. Ileana Courbet, dans quelle mesure cette semaine elle est importante, voire même capitale? Est-ce que vous m'entendez? Ileana, vous m'entendez? Oui. Ileana, dans quelle mesure cette semaine placée sous le signe de l'égalité filles-garçons, elle est capitale? Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'une semaine pour que ce soit capital. C'est capital tout le temps, parce qu'on sait très bien que les femmes sont très... c'est très compliqué encore en France d'être une femme, malheureusement. Et c'est important d'en parler. Et donc, c'est bien que ce soit mis à jour. Oui, c'est bien que ce soit mis à jour. Mais après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire toute l'année. Donc, c'est bien qu'il y ait déjà une semaine. Mais si ça pouvait s'étendre au fur et à mesure, ce serait encore mieux. Zélie, toi, tu as l'impression que c'est mis en place justement tout au long de l'année. Comment ça se passe, toi, dans ton lycée? Alors, j'ai la chance d'être dans un lycée où c'est assez... où on parle beaucoup de cette égalité et où beaucoup de choses sont mises en place, mais je pense que c'est pas le cas partout et notamment pas dans tous les collèges. Et donc je pense que cette semaine de l'égalité des droits... des droits des femmes, pardon. Que cette semaine peut apporter beaucoup, notamment pour les écoles qui vont décider d'en parler et de mettre cette égalité à l'honneur et de profiter de la semaine pour en parler aux élèves, en fait. Comment c'est abordé en classe? Ça se fait d'une manière interclasse, si je puis dire? Ça se fait au sein de votre classe? Comment ça se met en place depuis le début de l'année? Alors ça se met surtout en place interclasse, notamment avec des clubs féministes ou des associations qui vont mettre ça en place. Après, je sais que c'est pas le cas dans tous les lycées autour de moi et que ça manque. Mais dans mon lycée, c'est surtout global et c'est assez cool. Et ce sont des cours qui sont obligatoires au final ou c'est au bon vouloir de chacun? Donc, est-ce qu'on retrouve beaucoup de garçons ou pas du tout?
Alors malheureusement, c'est pas des cours qui sont obligatoires ni même des cours, mais c'est plutôt des choses comme par exemple la mise en place de protection périodique directement dans les toilettes qui vont permettre déjà de voir que c'est important et aussi permettre aux élèves notamment qui n'auraient pas les moyens d'acheter les protections périodiques, d'en avoir sous la main gratuitement et sans avoir à aller demander à quelqu'un. Et donc je pense que ça permet aussi de montrer quelque chose et d'y faire penser. Il y a des affiches de prévention, mais effectivement, il n'y a pas de cours obligatoires ni de discussion avec tout le monde sur ce sujet-là. Il faut vouloir le voir pour le voir. Mathilde ? Quelles sont les actions que vous menez, peut-être vous, au sein de votre lycée, pour justement cette égalité filles-garçons ? Est-ce qu'avec des copines, vous avez monté un espèce de club, je ne sais pas, peut-être pour mener des actions au sein de votre établissement ? Alors en l'occurrence, j'ai pas eu l'occasion de m'y investir, mais je sais qu'on a un club féministe que je ne vois pas extrêmement actif en ce moment, mais qui a servi beaucoup. D'accord. Et notamment pour la mise en place des protections périodiques dont j'ai parlé. Ouais. Après, ça va être surtout des actions de la Maison des lycéens qui est une association un peu plus globale. Mais sinon, ça se fait simplement au sein des discussions dans les classes, pendant les cours, pendant les débats. Ça permet de faire avancer les choses, mais c'est pas quelque chose d'officiel. D'accord. Oriane Filleul, vous nous avez dit que l'égalité filles-garçons, ça doit s'apprendre dès le plus jeune âge, même dès la maternelle. On fait comment ? On met quoi en place quand on est aussi petit, je veux dire, pour les tout petits ? Comment on fait à Saint-Denis ? Je trouve que l'exemple dont parle Zélie est assez parlant. C'est des enseignants, des élèves qui se saisissent du sujet. Donc vraiment le besoin primordial pour moi, c'est d'abord d'inscrire dans les programmes scolaires, dès la maternelle, des sensibilisations à l'égalité filles-garçons. Et nous, on mène par exemple des projets autour de Gisèle Halimi avec des enfants de maternelle, avec une artiste qui les fait travailler sur les mots de Gisèle Halimi, par exemple. Et en fait, tout petit, ils s'en saisissent réellement sur... par exemple, l'exemple qui a souvent été pris où elle a refusé de faire le lit de ses frères quand elle était enfant, ce genre de choses, ça marque des enfants. Ils comprennent qu'effectivement, les petites filles n'ont pas à faire les tâches ménagères à la place des garçons. Et puis parler des mots tout simples comme égalité, respect, etc. Des enfants de maternelle sont largement en capacité de comprendre ça. Et petit à petit, ça germe et ça permet aussi de faire des enfants d'école élémentaire, puis de collège, lycée, des adultes plus responsables, je pense, que nos générations précédentes. Iléana, les stéréotypes de genre, on sait que ça commence très tôt, on sait les identifier aujourd'hui ? Ça commence. Et je pense que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'un petit pas. Et en parler à l'école, comme vous disiez juste avant, plus tôt, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important et limite de nécessaire. Les enfants ne sont pas débiles et je pense qu'ils sont complètement capables, des petits, de comprendre certaines choses. Évidemment, il faut le faire à l'échelle de leurs âges et de ce qui est faisable. Mais pour l'instant, moi, de mon expérience personnelle, ça n'a pas été fait du tout. On m'a abordé ces termes-là, je pense même jamais pendant toute ma scolarité, à part arriver à la fac. Donc je pense que oui, ce serait très très bien que tout ça se mette en place. Et voilà, tout simplement. Zélie, quels sont les préjugés que l'on développe très jeune au final ? Déjà, on a beaucoup... en fait, il y a quelque chose, je pense, sur le traitement déjà des stéréotypes, mais aussi des violences sexistes qui vont faire que très jeunes, les jeunes filles vont prendre l'habitude des remarques sur leur tenue, des agressions qui peuvent sembler minimes, mais qui sont souvent minimisées. Et je pense que ça, c'est déjà quelque chose dont on ne parle pas assez dans toutes les écoles. Et je pense que aussi les stéréotypes, ça vient très tôt, parce que quand on est enfant, on les prend tels qu'ils sont. Donc le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons. Et en grandissant, ça devient probablement plus insidieux et moins visible, mais ça reste. Notamment les jouets auxquels on est habitué, mais aussi le fait simplement d'être poussé vers différentes disciplines qui vont habituer les garçons à certaines disciplines comme les mathématiques, le sport, et les filles à d'autres totalement différentes. Et ça va créer des vraies inégalités et des vraies différences de domaines préférés, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose auquel on est habitué tout petit. Et si on fait de la couture depuis qu'on est enfant, par exemple, même en jeu, c'est quelque chose où on va être meilleur que jouer au foot, que ce à quoi on poussera les garçons, par exemple. Mathilde. Vous parliez de sport, de la couture, bon ça effectivement c'est un sujet encore à part, mais vous parliez des filières scientifiques, c'est intéressant ce sujet, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais il y a aussi une question de sensibilité. Je parle de moi je suis plus littéraire, j'aime les livres, etc., la littérature, et effectivement on voit que les garçons sont plus en filière scientifique, maths sup, etc., les filles plus dans des filières littéraires. Est-ce que c'est vraiment un problème d'éducation ? Ou c'est tout simplement juste une sensibilité peut-être que les filles ont. Alors c'est peut-être horrible ce que je vais dire pour certains et certaines, mais c'est une vraie question que je me pose aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de femmes
que d'hommes dans ces filières-là, aujourd'hui réservées aux mathématiques et aux sciences. Sûrement à cause du poids des préjugés. Les femmes n'ont pas des gènes plus littéraires et les hommes C'est des pas gènes ce que plus je dis. scientifiques. Non, c'est pas des gènes du tout, mais je veux dire une sensibilité peut-être plus littéraire ou voilà, plus que scientifique, c'est juste ça. Qui est beaucoup lié, à mon sens, justement, à ce qu'on nous a inculqué depuis toute petite aussi, où les filles, faut être sage, faut lire dans un coin pendant la cour de récréation, pendant que les garçons peuvent s'exprimer. Mais ça, moi, du mais moi, on me l'a pas inculqué du tout. Enfin, moi, j'aime lire parce que c'est comme ça. De manière insidieuse, on a souvent entendu dire que les filles sont plutôt bonnes en français, les garçons plutôt bons en maths, etc. Et c'est des choses vraiment que l'on reproduit sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que c'est important aussi de former les professionnels de la petite enfance autour du jeu, par exemple, de ne pas mettre les poupées à proximité des filles pour qu'elles s'en saisissent et les petites voitures devant les garçons. De mélanger tout ça. Et ça passe aussi par, je pense, des modèles, des images en quelque sorte, de montrer aussi aux jeunes filles qu'il y a des grandes scientifiques, qu'on peut être astronaute, voilà, exactement. Que derrière... C'est vrai qu'on a eu aussi très récemment dans l'émission cette discussion, puisqu'il y a plus ou moins cette polémique avec cette filière mathématique, vous savez, et les filles qui en pâtissent, puisque en première et en terminale, très souvent, on voit qu'il y a une défection dans les filières mathématiques et que ça concerne en majorité les filles. Je crois que du coup on en revient à ce que vous dites, effectivement, avec beaucoup de filles qui développent ce préjugé sur le fait qu'elles seraient, alors que c'est pas du tout fondé, moins brillantes, notamment en mathématiques. Ça vient d'où d'après vous ? Je pense sincèrement que ça provient de l'éducation. Alors évidemment, on ne vit pas, ou pas tous, dans des familles où les parents nous disent « toi tu feras littéraire parce que tu es une fille ». Mais il n'empêche qu'on est influencé par les publicités, par la société autour de nous, par les préjugés qu'ont les autres enfants qui viennent de leurs parents ou d'autre part. Et que tout ça, au final, y compris provenant des jouets auxquels on va avoir accès, vont faire développer l'idée que les filles ont un esprit plus littéraire ou que nous, en tant que filles, en tout cas, on a un esprit plus littéraire, tandis que les garçons sont plus mathématiques. Comment vous construisez les différents projets pédagogiques autour de ces questions, justement, avec les directeurs et autres animateurs de votre ville ? C'est eux qui viennent à vous, c'est eux qui allez vers eux ? La tendance initiale est souvent ça, c'est les enseignants, les directeurs, les animateurs qui viennent à la ville. Et là, on essaye de faire justement le schéma inverse, en mettant à disposition des projets, en expliquant, en travaillant aussi avec tout un réseau de partenaires que sont par exemple les médiathèques, que sont les associations, des compagnies de théâtre, etc. Et donc avec ma collègue Leila Temel, qui est maire adjointe à l'éducation, on travaille justement main dans la main pour mettre à disposition de toutes les écoles des projets égalité filles-garçons dans le but que tous les enfants d'une classe d'âge soient sensibilisés à un moment ou à un autre à cette thématique. Donc ça passe par des projets menés en interne, je parlais du théâtre, je parlais de projets artistiques qui sont menés, mais ça passe aussi par la manière dont on pense les écoles, notamment les cours de récréation par exemple. On parle régulièrement du fait que les cours de récréation sont genrés, avec souvent le terrain de foot en plein milieu, et qui ose aller au milieu du terrain. On prend toute la place, je sais. Garçons, voilà. Et donc ça passe par des cours de récréation pensés différemment, ou aussi par la formation des animateurs pour que, s'il y a le terrain de foot au milieu, pas de souci, mais peut-être qu'on ne va pas donner le ballon de foot à toutes les récrés, qu'à la place on peut trouver d'autres sports qui soient plus mixtes pour les enfants. Iléana Corbet, il y a beaucoup de choses qui se passent à la récré ? La récré, c'est tout le plus compliqué à l'école. Je pense notamment même aux violences sexuelles, tout simplement. Je pense que c'est à l'école qu'on développe toutes ces choses-là. Et je trouve ça... Moi, je parle de mon expérience. Après, j'espère que ça a un peu changé depuis que je suis plus à l'école. Mais les cours de récré, c'était souvent l'angoisse, la peur de se faire embêter, de se faire toucher, de se faire tout ça. Donc oui, je pense que clairement, il faut changer ces choses-là. L'histoire d'avoir peur d'aller sur le terrain de foot, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et que je pense que je suis loin d'être la seule à avoir vécu. De se dire, OK, si j'y vais, je vais passer pour le garçon manqué ou je sais pas trop quoi. Ce qui n'est pas normal. Enfin, un enfant ne devrait pas avoir à se soucier de tout ça. Je pense que tout simplement, on devrait s'amuser et pas avoir à stresser de se dire est-ce que je suis à ma place parce que je suis une fille, est-ce que je dois faire ça parce que je suis une fille, parce que les garçons, ils se posent pas forcément ces questions-là, eux, ils y vont. Et ça, c'est pas, pour moi, c'est pas juste, c'est pas normal. La loupe de Mathilde. Mathilde, depuis 4 ans maintenant, les établissements scolaires sont tenus de nommer un référent égalité. Expliquez-nous ce que c'est. Eh bien, un référent égalité, c'est quelqu'un qui est chargé de la prévention des violences sexistes et sexuelles. Il est aussi là
pour conseiller les élèves qui seraient victimes ou qui même assisteraient à des scènes sexistes ou agressions sexuelles. Alors à l'origine de cette décision, c'est le comité interministériel qui s'est tenu le 8 mars 2018. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que les établissements scolaires qui sont concernés, il y a également les administrations publiques, mais bon, ça c'est un autre sujet. Concrètement, c'est respecté? Alors après une enquête nationale menée justement par le collectif féministe Nous Toutes auprès de 1000 lycées sur la présence de référents égalité, les résultats sont vraiment loin d'être satisfaisants. Les résultats sont les suivants: 2 lycées sur 3 n'ont pas de référent égalité, soit 68% de lycées. Est-ce qu'il y a des lycées qui sont plus mauvais élèves que d'autres? Alors oui, clairement les lycées privés notamment, seuls 11% d'entre eux ont des référents. Alors 11% c'est très peu, compte 41% pour les lycées publics. Et pour les régions? Pareil, il y a des bons et des mauvais élèves. La Normandie, par exemple, elle est très bonne élève avec 60% d'établissements avec référent. En revanche, carton rouge pour les régions PACA et Pays de la Loire. En quoi ce référent, justement, est si important? Tout simplement parce qu'ils sont là pour conseiller, pour prévenir. Le collectif Nous Toutes, d'ailleurs, a mené ses enquêtes après avoir reçu de nombreuses sollicitations sur les réseaux sociaux, notamment de lycéens et de lycéennes qui étaient désemparés face à des situations d'inégalité, d'agression, de harcèlement dans leur établissement. Ils ne savaient pas vers qui se tourner et ça, c'est vrai que c'est un souci aujourd'hui dans les établissements. Et comment on explique ces chiffres alors? Alors ces chiffres sont dus premièrement à une méconnaissance des chefs d'établissement de ce dispositif des référents égalité, un manque de moyens également, un manque de ressources pour les référents nommés et puis évidemment la non-considération de la problématique de l'égalité filles-garçons. Ileana, vous êtes comédienne et donc militante du collectif Nous Toutes. Ces chiffres, justement, proviennent d'une étude qui a été réalisée par votre collectif. Qu'est-ce qui a motivé, justement, cette initiative? Tout simplement, je pense que c'est venu d'un problème qui a été rapporté par les étudiants, les lycéens qui ont subi des problèmes suite à la non-présence de représentants. Et puis, je peux parler que de mon exemple personnel, mais moi, j'ai pas eu du tout de cours là-dessus à l'école, à part l'éducation sexuelle qu'on a une fois en 4e. On n'a jamais parlé d'égalité homme-femme. Et je pense que je suis clairement pas la seule, puisque c'est ça qui a donné envie d'analyser cette situation. Et on voit clairement avec les résultats qu'il y a clairement un problème avec tout ça, puisqu'on est censé avoir quand même 21 séances consacrées à ça, ce qui n'est pas du tout le cas dans les faits. On est plutôt sur du 3-4 séances pour les plus chanceux. Donc il y a clairement un problème, il faut aborder ces termes-là à l'école. Et puis c'est tout simplement un droit, en fait. On a le droit de parler de tout ça. C'est censé être complètement intégré au programme, mais c'est quand même triste qu'on n'en parle pas, parce que ça limiterait, je pense, le harcèlement, tout ce qui est violence, qui sont très très présentes malheureusement à l'école. Zélie, vous avez un référent, vous, dans votre établissement? Alors, probablement. Le problème, c'est que souvent, j'ai vu dans les collèges et dans les autres lycées qu'il y a un référent et qu'on ne le sait pas, et qu'on ne le voit pas. Donc je pense que c'est dommage, il n'y a pas... Un référent fantôme, quoi. Voilà, on n'est pas prévenu, personne nous dit le référent c'est tel professeur, ou... Donc on ne sait pas. Les référents, c'est un problème. Vous avez pris ce problème à bras-le-corps à Saint-Denis, justement, pour que... Alors c'est vrai que quand il y a des référents, des fois on ne sait pas qui c'est, puis parfois il y a aussi tout simplement pas de référent. Nous, on n'a pas cette difficulté-là. On a des référents dans toutes les écoles, que ce soit directement les directeurs d'école ou des enseignants, ou alors pour les collèges et les lycées, les CPE souvent aussi qui sont impliqués. Ça fonctionne plutôt bien. L'idée étant justement de distiller après auprès de leurs collègues ce type de projet. Et ça passe par des référents, ça passe aussi par des moyens financiers, vous le disiez tout à l'heure. Parce qu'on parle beaucoup du manque de moyens. Ouais. Du coup, la ville de Saint-Denis alloue des moyens suffisants pour déployer des projets égalité filles-garçons dans toutes les écoles. On travaille aussi pour développer ce qu'on appelle un budget sensible au genre. C'est-à-dire que les budgets des autres politiques publiques autres que éducatives doivent être aussi pensés sous le prisme de l'égalité filles-garçons. Donc quand on développe un projet, quel qu'il soit, sportif, culturel, etc., il faut que dès le début, on se pose la question, comment est-ce qu'on fait pour que ce nouveau dispositif touche la transversalité, c'est super, bien sûr. Et ça passe donc là aussi par un budget qui est sensible, comme je disais, à cette question de genre. Et dans les écoles, les collèges, les lycées, les collectivités locales, celles que je connais le mieux, la ville de Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis, de mettre des moyens particuliers, par exemple en Seine-Saint-Denis avec un projet qui s'appelle Jeunes contre le sexisme, qui est proposé à tous les collèges pour mener des projets d'égalité filles-garçons portés par des enseignants avec leurs élèves. Et là aussi, on milite pour que l'État s'en saisisse et que ce soit le genre de dispositif qui soit déployé partout et qu'on ne se retrouve plus avec ce type de situation de on ne sait pas qui peut porter ça dans son collège ou son lycée. Est-ce que vous êtes confronté à une certaine forme de réticence parfois ?
Assez peu. Dans la masse entière d'un collège, d'une école, d'un lycée... Plus c'est fait jeune, j'imagine, et mieux c'est. Exactement, c'est ça. Et de la même chose auprès des parents. C'est aussi une sensibilisation qu'il faut qu'on apporte auprès des parents, puisqu'ils peuvent être parfois surpris quand on aborde ces questions d'égalité filles-garçons, si eux-mêmes n'ont pas été sensibilisés. Ce qu'on disait, nous-mêmes, dans notre éducation scolaire, parfois, on n'en a jamais entendu parler. Donc, en devenant adulte, on peut être surpris que ce sujet arrive à l'école. Donc, l'idée, c'est aussi de les sensibiliser, eux, pour qu'ils comprennent ce qu'on apprend à leurs enfants et qu'à la maison aussi, ça puisse se poursuivre. Mathilde. Est-ce que vous sentez une réticence justement chez les familles ? Vous êtes à Saint-Denis, donc c'est vrai qu'il y a une culture qui est vachement... Cosmopolite. Cosmopolite, merci beaucoup. Je ne trouvais pas le mot exact, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Est-ce que voilà, vous avez des réticences chez certaines familles pour faire justement ce que vous... Assez peu. Par exemple, on a renommé une école Gisèle Halimi à l'été 2020. Les parents ont été vraiment extrêmement heureux du fait que l'on renomme cette école et du fait que l'on apporte la connaissance sur qui est Gisèle Halimi, qu'est-ce qu'elle a porté comme combat pour l'IVG, etc. Et ça a été très, très bien reçu. Et de manière générale, ça l'est aussi, parce que justement, c'est co-construit entre les enseignants, avec les parents, avec la municipalité, ce qui permet que ce soit à la hauteur en fait, des enfants. Là, par exemple, pour la semaine du 8 mars, on va déployer des projets dans les médiathèques aussi, où on invite les parents avec les enfants à venir dans les médiathèques, écouter des lectures de contes, etc., non genrés. C'est aussi une manière d'amener le sujet petit à petit, pour qu'eux, ensuite, puissent prendre des livres à la médiathèque et continuer à la maison à discuter ensemble autour de ces sujets. On parlait tout à l'heure des moyens. Est-ce que les personnels enseignants sont assez formés aujourd'hui ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le projet des ABCD de l'égalité qui avait été porté par Najat Vallaud-Belkacem en 2014 visait justement à mieux former les enseignants. Pour vous, c'était une bonne idée à la base ? Oui, tout à fait. Et notamment parce que ça mettait dans le tronc commun des enseignements des modules égalité filles-garçons. Ça permettait d'éviter la situation qu'on a aujourd'hui, où aujourd'hui c'est un enseignant qui s'en saisit parce qu'il est sensible à cette question, c'est une direction qui s'en saisit. Et donc c'est très aléatoire d'un collège, d'un lycée, d'une école à l'autre. Vous n'aurez pas la même formation, entre guillemets, sur ce sujet. Et donc mettre dans le tronc commun des enseignants une formation plus poussée sur l'égalité filles-garçons et mettre dans les programmes éducatifs un module égalité filles-garçons dès la maternelle, j'insiste bien sur le côté indispensable de commencer dès le plus jeune âge, ce serait une manière aussi de former des adultes respectueux et responsables. Vous avez l'impression que le personnel encadrant est assez formé justement dans votre établissement ? Ça dépend, ça dépend beaucoup. Mais le fait qu'on en parle très peu nous empêche de le voir aussi. Donc, à mon avis, non, pas assez pour en parler avec nous et pas assez pour sensibiliser à ces questions. Donc, je dirais plutôt non. Du coup, vous vous retrouvez entre amis et vous en parlez, vous, de votre côté ? Ça se fait aussi comme ça, à défaut de se faire peut-être en cours ? Oui, entre amis. Et puis, ça va arriver aussi que des élèves lancent le sujet. Et là, on va pouvoir avoir des discussions avec les professeurs qui vont être intéressantes et importantes sur le sujet. Mais ça reste des choses qui ne sont pas lancées ni officiellement, ni même tout simplement par des adultes. Mais discuter entre amis ou même simplement entre élèves, entre camarades, ça va se faire beaucoup et ça va permettre de se forger une opinion aussi. Iliana, vous attendez quoi aujourd'hui du gouvernement ? Comme vous disiez juste avant, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut former les enseignants à tout ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment aborder le sujet, parce que c'est quand même compliqué d'être face à des enfants qui peuvent ne pas du tout avoir entendu parler avant d'égalité ou même de violence, ou à l'inverse qui ne savent pas qualifier les choses, c'est-à-dire que pour eux ça n'est pas de l'inégalité ou ça n'est pas de la violence. Je pense qu'il est essentiel de former les professeurs à tout ça, même tout le personnel éducatif, je sais pas, non ça se dit pas éducatif, tout le personnel. Si. Vous avez tout bon. À ce genre de discussion, pour avoir des discussions plus ouvertes et aussi mettre en confiance les enfants pour parler des problèmes qui peuvent subvenir, que ce soit à l'école ou à la maison. Et je pense que ça permettrait déjà d'améliorer les choses. L'info en plus avec Mathilde. Alors Mathilde, pour cette info en plus, vous avez décidé de vous pencher sur deux concours qui sont soutenus par l'Éducation nationale et qui promeuvent l'égalité filles-garçons. Oui, et on va commencer par ton podcast pour l'égalité. Ça s'est organisé par l'ONU Femmes France et le Centre Hubertine Auclair. Alors pour les plus jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui nous regardent et qui ne connaissent pas cette femme, c'était une femme du 19e siècle qui s'est battue pour le droit de vote des femmes. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Alors les jeunes de 14 à 18 ans sont invités seuls ou en équipe à participer au concours du podcast sur le thème de l'égalité femmes-hommes. Alors il y a 3 thèmes cette année: le cybersexisme et cyberviolence, déconstruire les tabous liés au corps et la force physique a-t-elle un genre ? Le deuxième concours dont vous souhaitez nous parler est, on dit Beson ? Beson. Même Beson, non ?
Je dis à l'américaine. Après, si vous voulez dire Buson, on peut dire Buson, mais je pense que c'est Beson. C'est mieux. Beson contre le sexisme. Exactement. Allez, on va aller sur la plateforme Mathilda pour les infos. Vous aurez beaucoup plus de précision là-dessus. Alors, à Je l'origine... parle couramment anglais, en précisant. D'accord, oui, précisez-le, parce que c'est pas évident. Non. À l'origine de ce concours, c'est l'association Vidéo, V.IDEO, soutenue par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, c'est tous les jeunes de 10 à 26 ans, ainsi que les enseignants, les éducateurs et animateurs également. Ils sont tous invités à réaliser une vidéo de 6 minutes 59, pas plus, sur le thème de la lutte contre le sexisme. La thématique, elle est libre. Donc voilà. La vidéo, c'est le format le plus impactant pour changer les mentalités. Entre autres, mais pas seulement. Je pense que la partie vraiment de discussion au sein d'une salle de classe, comme vous fonctionne disiez. aussi. Ouais. La vidéo. La vidéo, je pense, entre autres, mais aussi tout ce qui peut intéresser les élèves, en fait, n'importe quel Et format. qu'est-ce qui intéresse les élèves aujourd'hui, justement? Comment on peut les attirer, justement, et à les amener à s'intéresser, justement, à ces sujets qui sont ô combien importants? Je pense que... Je vous parle comme ça parce que je ne suis pas la même génération que vous, et c'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu dépassé parfois. Je pense que, en fait, déjà, avoir ça dans le programme, ça peut vraiment le rendre intéressant, parce que déjà, c'est considéré, à mon avis, par les élèves comme quelque chose de moins formel que les cours. Donc, ça peut y donner de l'intérêt, et puis surtout, ça permet d'en parler, et bon, c'est quelque chose qui laisse pas vraiment le choix d'en entendre parler. Mais après, il y a beaucoup les réseaux sociaux qui ont toujours une très grande importance. Donc, je pense que c'est une plateforme qui est très importante pour tout ce qui est de l'égalité homme-femme et tous les genres de discrimination dont il va être nécessaire de parler. Et tous les médias, en général, à mon avis, sont des bonnes plateformes pour ce genre de choses. Des bons vecteurs, des bonnes plateformes. Ileana, vous pensez que la vidéo, c'est le meilleur format, justement, pour changer les mentalités? Je pense que c'est pas forcément le meilleur, mais je pense que les réseaux sociaux, principalement, aident beaucoup à transmettre les informations. Les jeunes sont énormément dessus, donc je pense que c'est vraiment... ça peut être un super moyen, par la vidéo, de transmettre, ça c'est sûr. Quel est l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui? Et justement, comment vous, au sein de la mairie, vous y faites face? Les réseaux sociaux ont un impact très positif et très négatif sur ces sujets. Très positif justement pour sensibiliser au sexisme, aux agressions sexuelles, etc. Ils ont aussi quelques effets néfastes sur lesquels on essaye de travailler, notamment par exemple sur l'entrée en prostitution des jeunes filles. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille aussi beaucoup avec les collèges et les lycées, qui repèrent des situations de prostitution parfois chez des élèves qui sont très démunis là aussi, avec peu de soutien de l'éducation nationale pour les armer sur ce sujet, donc ils sollicitent parfois les mairies, et les réseaux sociaux sont aussi justement un lieu Donc sur lequel c'est l'école qui joue le rôle de lanceur d'alerte? Souvent, ça arrive parce que les enseignants, par exemple, peuvent se rendre compte qu'une jeune fille a 2 téléphones. Par exemple, à 14 ans, c'est étrange d'avoir 2 téléphones. Arrive avec... ça fait genre, il y en a un perso et un pro. Exactement. Ouais. Avec des jeunes hommes ou moins jeunes qui les déposent en voiture devant le collège, par exemple. C'est des alertes qui remontent assez régulièrement et sur lesquelles il ne faut vraiment pas fermer les yeux. Enfin, c'est un vrai fléau qu'on doit combattre. Ça passe aussi par les réseaux sociaux, donc en termes de prévention. C'est vraiment un support que l'on doit utiliser en tant qu'adulte. Je continue à penser également que l'on doit être plus présent sur les réseaux sociaux en tant qu'adulte, notamment l'État, pour pouvoir repérer ces situations-là et les prendre en charge au plus tôt, avant que les situations dérapent. Et ça vaut en termes de prévention de tout type de difficultés. Zélie, ça fait justement partie de vos débats? Oui, entre autres, et notamment le rôle des réseaux sociaux dont on sait qu'ils servent beaucoup à la prévention, comme ça a été dit, mais aussi insiste énormément sur l'image, et notamment les images fausses ou retouchées qu'on va avoir. Et on sait que les normes de beauté ont toujours servi le sexisme. Bien sûr. Donc c'est quelque chose de plus soft que la prostitution, je pense, mais ça reste un problème des réseaux sociaux qui, néanmoins, ont énormément de points positifs. Mathilde. Les violences sexistes, effectivement, avec des vidéos revenge porn et compagnie de jeunes filles un peu plus âgées, quoique maintenant, on en voit aussi au collège, malheureusement. Mais oui, de lycéennes, etc., qui sont mises en avant comme ça dans des vidéos, elles sont dans des relations sexuelles ou quoi. Et ça, c'est aussi un vrai problème aujourd'hui. Ileana, vous avez l'impression que notre société fait des progrès, justement, sur le plan de cette thématique? Par rapport au revenge porn? Non, pas par rapport au revenge porn, mais effectivement par rapport à la sensibilisation de l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons. Vous préférez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Je préfère me dire que c'est à moitié plein. On fait des choses, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Nous toutes l'a très bien fait d'ailleurs, avec notamment toutes les manifs et tout ce qui a été transmis sur les pages par rapport à tout ça. Après, on pourra toujours en faire plus, évidemment, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Et je suis complètement d'accord aussi sur le fait que les réseaux sociaux, c'est un peu à double tranchant,
dans le sens où ça peut être très positif pour transmettre des idées, mais ça peut aussi être très négatif parce qu'on voit tellement de harcèlement sous tous les posts qui sont un petit peu, qui buzzent un petit peu. Mais on peut pas, comme je disais juste avant, on peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a déjà des choses qui sont faites. La parole se libère quand même beaucoup plus qu'avant, heureusement. Mais on va continuer comme ça et puis ce sera de mieux en mieux. Ce sera le message d'espoir pour la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes les 4 d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Ileana Courbet, Zélie Spencer, Zélie Elion et Oriane Filleul, qui est maire adjointe à Saint-Denis en charge des droits des femmes. Merci également, ma chère Mathilde. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée.